hommes, femmes et enfants compris. Donc quand vous comprenez le chiffre du départ, comme vous l'avez en tête le chiffre du départ, on était sur 200 000, que des supplétifs, sans les femmes, sans les enfants, sans les engagés, sans les conscrits, sans tous les civils menacés, sans les femmes, sans les enfants. Bon, il n'y en a que 90 000 qui ont réussi à fuir en France. Là encore, ils n'ont pas tous réussi à réussir en France grâce à l'État français, loin de là. Il y a trois manières pour eux de regagner la France. Soit grâce à un réseau privé, parce que l'immigration économique algérienne préexistait en France. Donc ils avaient gardé des liens de famille ou de cousins, enfin voilà, des liens grâce à des immigrés algériens qui ont pu les faire venir. Beaucoup par des réseaux privés, ça vous le savez, d'officiers SAS, de militaires français qui ont refusé. Donc, moi j'appelle ça comme pour le génocide juif, comme pour la chose, j'appelle ça vraiment des justes. Des officiers militaires français qui ont refusé de partir sans leurs hommes, leurs harkis, les appeler comme ça. Beaucoup. Et donc un petit peu ont réussi à fuir par le biais de l'État français. Parce que l'État français, finalement, les harkis, donc vous le savez, ce sont des migrants non désirés sur le sol métropolitain. Face aux violations de plus en plus criantes et dénoncées grâce à quelques journalistes timides, mais quelques-uns quand même, des accords d'Évian, ces violations des accords d'Évian à l'été 1962, les autorités françaises vont adopter une attitude pour le moins ambiguë. Je vais essayer de rester neutre, mais pour moi ambiguë. Parce que le transfert de ces hommes et ces femmes était recommandé par tous les ministres du gouvernement de Debré, qui est en poste jusqu'à l'arrivée de Pompidou en fait. Donc Debré est chef du gouvernement entre 1959 et avril 1962. Donc tous les ministres de Debré recommandent le transfert de ces hommes par mesure de sécurité. Bon, mais ces précautions, elles sont délibérément écartées par tous les ministres de Pompidou, qui est en poste donc chef de l'État français donc à partir d'avril 1962, comme je vous le disais. Donc là, vous connaissez donc les notes des différents ministres. Donc il y a d'abord le ministre de l'Intérieur, Roger Frey, de l'époque, qui écrit au ministre des Affaires algériennes, Louis Jox, le 16 avril, qu'il faut absolument stopper ces initiatives d'officiers français qui transfèrent avec eux dans les camions militaires les familles de harkis. Alors là, on agite le spectre de la sécurité publique. Ils disent qu'il faut se méfier. Donc Roger Frey, ministre de l'Intérieur, qui en même temps est dans son poste, dans son rôle de ministre de l'Intérieur, il dit qu'il faut se méfier des harkis qui reviendraient comme ça esselés pour ne pas être une recrue potentielle de l'OAS, l'Organisation de l'Armée secrète. Bon, moi, dans mes recherches, je n'ai jamais retrouvé de lien en 1962, hein, parce qu'après, l'extrême droite, elle a fait beaucoup de mal à la communauté harki, on pourra en parler si vous le souhaitez, parce que les anciens de l'OAS vont être très très présents dans les camps. Donc ces hommes et ces femmes, donc des ruraux analphabètes démolis par la guerre et les violences de post-cessez-le-feu, eux, ils apparaissent comme un danger potentiel pour la sécurité, pour l'État français. Donc, vous le savez, le ministre des Armées, Pierre Messmer, le 12 mai 1962, signe un télégramme aux effets retentissants à tous les préfets de France, il s'adresse à eux, et il leur dit, je peux vous procéder un extrait, parce que je pense que vous le connaissez, parce que grâce à des associations extrêmement dynamiques, cette date du 12 mai est commémorée de façon non officielle pour l'instant, mais ce télégramme, en fait, veut vraiment stopper la venue des exilés, des harkis. Il est dit, donc c'est Pierre Messmer qui s'adresse au préfet. Les renseignements recoupés tendent à prouver que ces arrivées inopinées, donc des harkis via les officiers SAS ou les militaires démissionnaires, sont dues à des initiatives individuelles de certains officiers SAS. De telles initiatives représentent des infractions caractérisées aux instructions que je vous ai adressées. Je vous prie d'effectuer sans délai enquête en vue de déterminer les conditions du départ d'Algérie de ces groupes incontrôlés et de sanctionner les officiers qui pourraient en être à l'origine. Quelques jours après, donc ça c'est le 12 mai, 4 jours plus tard, le 16 mai, c'est le ministre des Affaires algériennes, Louis Jox, qui écrit au commandant supérieur des forces en Algérie, Christian Fouché, et il lui dit « Les renseignements qui me parviennent sur les rapatriements prématurés de supplétifs indiquent l'existence de véritables réseaux tissés en Algérie, sur la métropole, dont la partie algérienne a souvent pour origine un chef de SAS.
Je vous envoie au fur et à mesure la documentation que je reçois à ce sujet, hein, parce qu'ils sont extrêmement surveillés, hein, les militaires à l'époque. Vous voudrez bien faire rechercher, tant dans l'armée que dans l'administration, les promoteurs et les complices de ces entreprises, et de faire prendre les sanctions appropriées, les supplétifs débarqués en métropole, en dehors du plan général de rapatriement, seront renvoyés immédiatement en Algérie. Et là, on a des bateaux qui repartent. On les ramène à la mort, hein, on le sait très bien. Alors là, il était quand même question d'un plan général de rapatriement officiel. Alors effectivement, le ministre des rapatriés de l'époque, je crois qu'on parle de secrétaire d'État de rapatriés à l'époque, on parlera de ministre après, donc peu importe, hein, c'est un détail, est en train de travailler sur un plan général de rapatriement. On y reviendra après, mais là on frôle le cynisme. Parce que là, c'est quand même à charge pour les ministres, mais il ne faut pas oublier quand même qu'au-dessus des ministres, il y a le président de la République, et c'est De Gaulle. Alors De Gaulle, lui, il est animé dans ses discussions avec les ministres, on a eu des traces, hein, par une logique de respect immuable des accords d'Évian. Il veut refermer ce qu'il appelle la boîte à chagrin, pour parler de l'Algérie, hein. Il veut refermer, on ne peut plus entendre parler de la guerre d'Algérie, vraiment, et puis pour lui, ce qui est clair, c'est que les anciens harkis, après les accords d'Évian, après 18 mars 1962, ce sont des citoyens algériens. Ce sont des citoyens algériens, ce ne sont plus des Français. Ils étaient Français lorsqu'on avait besoin d'eux. Là, ce sont des citoyens algériens à partir de mars 1962. Ces citoyens algériens n'ont rien à faire en France, pour lui. Ça, c'est une évidence. D'où d'ailleurs la déclaration recognitive de nationalité que les harkis ont dû faire en juillet 1962 pour une reconnaissance de la nationalité française. Alors là, tout ce que je vous dis, c'est un peu à charge contre l'État français, et en tant qu'historienne, je vais vous replacer quand même dans le contexte de l'époque, parce que ces directives, elles s'expliquent aussi. Elles s'expliquent pour les pouvoirs publics français, parce que la France sort de son ultime guerre de décolonisation, il faut se mettre dans l'état d'esprit des dirigeants de l'époque. La France des Trente Glorieuses est totalement bouleversée, le paysage social, politique et culturel français est totalement bouleversé pour plein de raisons, hein. Il y a la crise de l'institution militaire, parce qu'il y a une putsch des militaires, il y a beaucoup de démissions. Le retour des appelés, quand même traumatisés et mutiques, mais ces appelés, il faut quand même imaginer qu'on leur disait qu'ils allaient faire un service militaire, qu'ils reviennent d'une guerre à laquelle ils n'étaient pas du tout préparés. La France ne parle pas de guerre, mais parle des opérations de maintien de l'ordre. 30 000 soldats français tués, qu'il faut justifier quand même auprès des familles, ces opérations de maintien de l'ordre, 30 000 soldats tués, 1 million de pieds noirs, l'exode massif des pieds noirs. Dans le cas de cette année 62, fait de violence avec Malika Rahab, qui est une historienne franco-algérienne, qui vient de publier un livre extraordinaire, 1962, une année populaire, qui parle, j'aime beaucoup sa formule, pour parler donc de cette période post-cessez-le-feu, d'une période de rumeurs, de violence et de violence tragique, et qui a amené aussi le départ de Pieds Noirs, dont c'était le pays aussi. Donc il y a 1 million de migrants comme ça qui arrivent en France, il faut imaginer, par rapport aux quelques poignées de migrants qu'on accueille aujourd'hui, il faut imaginer. Et puis il y a aussi les activités menaçantes de l'OAS. L'OAS, elle est extrêmement présente en France, une activité notable, donc il y a une pression, une violence horrible, et se rajoute cette fuite des harkis dont on ne veut pas entendre parler. Donc vraiment pour la France, c'est un chaos politique et social à gérer, pas évident du tout. Bon, même si cette migration apparaît comme contrainte et problématique pour les pouvoirs français, elle est petit à petit organisée, donc par Robert Boulin, comme je vous le disais, secrétaire d'État aux rapatriés, par une note du 15 mai 1962, qui prévoit au départ l'accueil de 1500 individus, femmes, enfants et hommes compris. Donc, quand vous avez les données chiffrées que j'évoquais, c'est du cynisme. Hein. Puis petit à petit, ça va s'ouvrir petit à petit. Et une minorité, du coup, s'installera en France via cette voie officielle. Bon, une immense partie sera victime donc, des représailles post-cessez-le-feu en Algérie. Et une autre infime minorité qu'on ne peut pas quantifier a réussi à s'insérer ou à se réinsérer dans le tissu social algérien. Mais le groupe social harki, en fait, il est né en France, donc porté par les enfants hein, dans les camps. Parce que l'appartenance à une communauté destin, comme une communauté d'expérience aussi, on dit chez les historiens, mais c'est le cas des harkis en tout cas, comme des pieds noirs. Ça suppose, pour appartenir à une communauté de destin, le partage d'une histoire commune. Alors pour les harkis, c'est l'histoire de l'exil, des massacres, à s'ancre d'une histoire commune, puis le partage aussi d'un territoire commun.
Et là, c'est le camp. Le camp, c'est un marqueur identitaire fort pour les harkis. Ça me pensait à cette citation d'Hannah Arendt qui évoquait le camp, qui est le seul pays que l'on offre à ceux qui sont sans État. Parce que le recasement en France, le recasement c'est le terme administratif, répond en fait ce recasement des familles harkis qu'on ne voulait pas, vous l'aurez compris, répond à un double impératif de sécurité. Veiller à la sécurité des harkis eux-mêmes, parce qu'il y a une activité encore importante du FLN en France. Vous savez que le FLN était très présent en France via l'immigration économique, la 7e wilaya, on a eu des travaux d'historiens dessus brillants, et cette 7e wilaya s'est transformée après en amicale des Algériens, enfin le FLN est très présent. Donc on veut veiller aussi à la sécurité des Algériens, parce qu'il y a beaucoup de manœuvres de persuasion aussi dans le nord et l'est, dans les centres industriels où ils se retrouvent ensemble. Mais surtout veiller à la sécurité de l'État, parce que comme je vous le disais, on craint un rapprochement harki-ouest. Donc cet impératif sécuritaire explique le redéploiement des camps pour les harkis, parce que ces camps préexistaient en France. On les réouvre pour l'occasion, donc pour les harkis. Bon, c'est pas la seule raison, la raison sécuritaire, qui explique le redéploiement de ces camps. Faut savoir qu'il y a une distinction clairement de traitement entre les populations en provenance d'Algérie. C'est pas les seuls harkis qui se réfugient en France post-guerre d'Algérie, à l'indépendance. Et cette gestion différenciée en fait de l'accueil des populations repliées d'Algérie s'inscrit dans la lignée des inégalités institutionnalisées par la colonisation en fait. Comment vous dire simplement? En ultra résumé, en fait, c'est la distinction entre Français de souche nord-africaine, Français de souche européenne, que les pouvoirs publics maintiennent dans les politiques qu'ils mettent en place. C'est pas les hommes, c'est pas les pieds noirs qui ont voulu ça, c'est pas les harkis qui ont voulu ça, c'est pas les êtres humains, c'est les politiques publiques qui sont la continuité de pratiques coloniales qui mettaient en œuvre une hiérarchisation dans les populations en Algérie coloniale, et ça c'est maintenu dans les premiers temps en France au lendemain de la décolonisation. En fait, les colonies sont décolonisées, deviennent indépendantes, mais pas les mentalités. Loin de là. Les mentalités ne sont pas décolonisées. Il y a une véritable transposition des pratiques coloniales en France. Par exemple, pour preuve, le ministre des Rapatriés, François Missoff, en janvier 64, de mémoire, il écrit là aussi au préfet, et il dit clairement qu'il faut penser d'abord à reloger tous les pieds noirs, et après s'occuper des harkis. C'est clairement dit dans les notes ministérielles. Et puis pareil, cette différenciation de traitement, elle s'explique dans la continuité de mentalité, de représentation coloniale. Moi, j'ai eu la chance, quand je faisais ma thèse, d'avoir accès dans le Lot-et-Garonne aux archives des renseignements généraux. Dans les renseignements généraux, dans les bulletins de surveillance de ces populations, on voit qu'il y a une crainte clairement d'une cohabitation entre Européens et ce qu'on appelait les musulmans. Parce qu'on reprenait aussi dans les notes ministérielles, dans les bulletins de renseignements généraux, on reprenait les nominations, les appellations coloniales. On craint une cohabitation européen-musulman, clairement, c'est dit. Ce qui avalise aussi la ségrégation spatiale, le fait de les mettre à l'écart. Alors ça le justifie clairement aux yeux des autorités publiques. Pareil, dans les mentalités de l'époque, on dit qu'ils aspirent tous à une vie communautaire, qu'entre eux ils seront bien, voilà. Donc aspect sécuritaire qui explique l'existence des camps, mais pas seulement, vraiment. En tout cas, ces camps, ils vont accueillir jusqu'à 42 000 personnes entre 1962 et 1964. 42 000 personnes qui vont transiter par des camps, donc le Larzac dans l'Aveyron, Bourg-Lastic dans le Puy-de-Dôme, Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales. Rivesaltes, c'est le plus gros, hein. Plus de 22 000 personnes qui transitent par Rivesaltes. Ensuite, on aura Bias dans le Lot-et-Garonne et Saint-Maurice-Ardoise dans le Gard qui auront une destinée particulière. En septembre 62, il y a le ministre des Rapatriés, Alain Peyrefitte, qui définit la fonction du camp. Et c'est assez net, hein, la vocation du camp. Le camp doit répondre à un double but. Donc je cite le ministre des Rapatriés, hébergement temporaire des familles en attendant leur dispersion vers une destination définitive et triage des nouveaux débarqués en instance d'acheminement vers d'autres lieux. Donc là, dans les camps, les exilés sont répartis en 3 groupes distincts.
On a le groupe où il y a des familles où le chef de famille, est valide, relativement jeune, ou en tout cas en état de travailler. Deuxième groupe, les familles où le chef de famille est un homme trop âgé ou invalide de guerre, blessé de guerre. Et les veuves, ou les femmes seules. Troisième groupe, le plus vulnérable, le plus fragile, ce qu'on a appelé les célibataires. Bon, parfois ils n'étaient pas célibataires du tout, ils avaient dû fuir en urgence, ils avaient laissé femmes et enfants en Algérie, en tout cas c'était des hommes seuls. C'était vraiment le groupe le plus fragile. Passer ces temps de précarité dans les tentes, dans les hébergements à la hâte de ces camps de transit, ils vont être éparpillés. Donc là, les autorités préfectorales de chaque département s'activent fortement. Premier groupe le plus facile, là où le chef de famille est présent, en âge de travailler, là on va les reclasser prioritairement dans le nord de la France et l'Est, l'agglomération parisienne, l'axe Lyon-Grenoble et la côte méditerranéenne, parce qu'on va pouvoir leur proposer des emplois comme main-d'œuvre non qualifiée dans les centres industriels du Nord et de l'Est, ou dans les 75 hameaux de forestage, je ne me trompe pas, je parle sous le couvert de 75 hameaux de forestage du Sud et de l'Est, du Sud-Est principalement, un peu dans le Sud-Ouest, mais surtout côte méditerranéenne dans le Sud-Est. Par contre, les deux autres groupes les plus vulnérables, alors là encore, je vais citer ce que j'ai lu dans les bulletins des renseignements généraux, mais on les a appelés les irrécupérables, parce qu'on ne les voulait pas, donc les blessés de guerre, les handicapés, les veuves, les orphelins. Eux, ils vont être dirigés vers 2 cités d'accueil, des camps, qui sont, grâce à un passe-passe de vocabulaire administratif, dans l'administration française, mais d'autres ont le secret. Ces camps vont devenir des cités d'accueil, c'est Bias dans le Lot-et-Garonne et Saint-Maurice-l'Ardoise dans le Gard. Moi, j'ai réalisé ma thèse sur le camp de Bias notamment parce que rien n'avait été fait jusqu'à présent. Et du coup, c'était hyper intéressant, j'ai traité Bias comme un laboratoire un peu d'analyse des pratiques administratives postcoloniales françaises. Et je me suis rendu compte après que, enfermé dans ces espaces de relégation, finalement, l'histoire des harkis, à ma grande surprise, pour la plupart, l'histoire de ces enfants s'est faite, comment vous dire, dans un silence, dans une résilience extraordinaire, une intégration silencieuse. Bon, pour une part non négligeable non plus d'enfants, il y a eu des discussions chaotiques tout au long de la fin du XXe siècle avec les pouvoirs publics, mais discussions chaotiques qui ont apporté de grandes avancées, on le verra. En tout cas, l'histoire de cette seconde génération, vraiment, elle est intéressante parce qu'elle pose la question de la transmission d'une histoire, et c'est elle qui est à l'origine de l'identité harkie de France, dont je vous parlais en introduction, qui n'est pas la même que la réalité harkie en Algérie. Cette identité harkie a été portée durant le dernier tiers du XXe siècle par ce que l'on nomme aujourd'hui la seconde génération. Cette expression de seconde génération, on est toujours pas très à l'aise parce qu'on peut se demander comment ça se fait qu'une identité ponctuelle, qu'une historique liée à un contexte particulier est devenue une caractéristique héréditaire en fait. Ça pose question. Mais ces enfants, ils étaient déjà nombreux dans les camps. On pouvait deviner comment ça allait se passer. Pour vous donner une donnée chiffrée qui peut être parlante, en 1963, les moins de 16 ans à Bias, dans le camp, c'est 47% de la population du camp. C'est énorme. Donc, cette seconde génération qui est présente et qui est enfermée, parce qu'il y a des écoles à l'intérieur du camp, vous le savez, va porter l'histoire de leur famille. Depuis 1962 et pendant plus de 10 ans, l'État français, les harkis ont disparu du discours politique et médiatique parce que l'État français veut oublier la guerre d'Algérie, ne veut plus entendre parler de la guerre d'Algérie. On organise une amnésie comme ça à coup d'amnistie. À partir de 1975, on parle enfin des harkis parce qu'il y a une révolte violente menée par des enfants de harkis, de fils, c'est un mouvement plutôt masculin à l'époque, de fils de harkis. C'est à coup de prise d'otages, de manifestations sur la voie publique, on incendie l'école du camp. Il y a une prise de conscience de leur existence, enfin, grâce à ces actions violentes menées par les fils de harkis. Il y a une prise de conscience de leur existence par les médias et du coup par la société civile française, par les Français. 1975, c'est vraiment une année charnière. Et il y a un changement aussi de la perception de cette question-là. On passe d'un problème politique historique à une question sociale. D'ailleurs, dans les années 80, leur problématique se mélange à la problématique des enfants de l'immigration algérienne avec la marche des beurs. Il y a un fils de harki qui fait partie, on l'oublie souvent, mais des organisateurs de la marche des beurs de 1983, pardon. Et ensuite, il y a de nouveau
la spécificité de leur histoire, pardon, qui est remise sur le devant de la scène avec des émeutes en 1991, menées là aussi par des enfants de Harki. Les filles de Harki apparaissent dans le combat là, revendicatif. Cette révolte part de la cité des Oliviers à Narbonne et elle touche plusieurs régions de France, hein, Avignon, Jouques, Bias, Amiens. Là, avec les émeutes urbaines de 1991 qui renvoient, ça préfigure un peu les émeutes de banlieue après, qui vont toucher les enfants d'immigrés maghrébins, de façon générale, elles sont précurseurs, les enfants d'Harki. Se mêle donc un malaise social, une problématique sociale, économique, ce qu'on va appeler plus tard, après quelques années plus tard, le mal des banlieues en fait, mais avec les enfants de Harki, se rajoute cette spécificité dont je vous parlais, qui est le traumatisme historique. Le traumatisme historique persistant, parce que l'État français est toujours mutique sur cette question-là, mais comme toutes les questions liées à la guerre d'Algérie. Le silence et la lettre d'or, mais qui s'adresse à tous les groupes mémoriels, à toutes les populations repliées d'Algérie. Et puis à partir des années 90, révolte et tractation avec les pouvoirs publics locaux, c'est un lot commun, ça rythme la vie des autorités publiques, locales, préfectorales. Hein. On a tout le temps les tractations, des révoltes des enfants dans les différents espaces de relégation, hameaux de forestage, camps dont on parlait ce matin. Et puis à l'échelle nationale, on a des lois qui sont mises en place en faveur des Harkis. Alors au départ, il s'agit surtout d'aide à l'emploi et à l'habitat, au logement, au relogement. À partir de 1975, à l'été, le ministre décide enfin la fermeture des 2 derniers camps. Puis après, il y a d'autres aides à l'emploi et à l'habitat en 1975, en 82, en 87 avec les lois Santini, en 91 Catana, etc. Puis il y a une loi plus globale, la loi Romani de 1994, où là, pour la première fois, il y a une reconnaissance du drame historique et des supplétifs pendant la guerre d'Algérie, de leur rapport à la France pendant la guerre d'Algérie. Il y a une réapparition, une résurgence en fait de cette question-là, mais comme toutes les questions liées à la guerre d'Algérie, il y a une accélération des mémoires, si je puis dire, à la fin de la décennie 1990, début et l'entrée du XXIe siècle. Donc là, ça s'explique pour plusieurs raisons. Hein. À la fin de la décennie 90, il y a la guerre civile en Algérie et ses résonances en France, ça réactive des souvenirs. La prise de parole de tous les acteurs de la guerre d'Algérie au soir de leur vie. On sait qu'à la fin de sa vie, on se livre plus facilement. Mais les déclarations d'Ossarès, par exemple, sur l'usage de la torture, les pieds noirs, qui témoignent, les appelés, il y a beaucoup de livres de témoignages d'appelés au soir de leur vie qui livrent enfin ce qu'ils ont vécu en Algérie. Et une série de lois, comme je disais, ou de gestes menés par les pouvoirs publics qui réactivent cette mémoire. La loi Romani 1991, l'hommage rendu aux Harkis le 25 septembre 2001 par Jacques Chirac, en pleine campagne électorale, mais bon, à sa décharge, cette journée d'hommage a été pérennisée par décret en 2003. Puis il y a la loi polémique aussi de février 2005. Donc là, il y a énormément de témoignages d'Harkis qui sont publiés. La voix des Harkis, cette fois au XXIe siècle, est portée essentiellement par des femmes, hein, des filles de Harkis qui écrivent, qui publient beaucoup d'ouvrages. Hein. En 2003, par exemple, il y a le livre d'Alila Karchouch, Mon père sera Harki, Fatima Besna Silampou, Adjila Kelmoum, Mohamed Harki, Zahir Ramani, Moz. Bon, celles qui ont une activité éditoriale les plus intense, c'est Laila Karchouch, qui est journaliste que vous devez connaître, qui a utilisé pour parler de l'histoire de sa famille, de faire connaître cette histoire tous les médias, photographie, cinéma, télévision, livres, et Fatima Besna Silampou, qui elle a fait un travail d'historienne. Donc avec cette écriture mémorielle, je regarde le temps quand même, parce que je peux parler très très longtemps, et je sais qu'il y a d'autres interlocuteurs, je crois que j'ai oublié le temps de parole, je suis désolée Alain, je vais pas tarder à arrêter. Non, mais bon, je vais pas abuser. Bon, en tout cas, avec cette écriture mémorielle, ce qui est intéressant, c'est que là, pour la première fois, on n'est plus seulement comme avec les fils de Harki en 75, en 91, la nature du combat change un petit peu. On n'est plus dans des revendications seulement matérielles, d'accord, de réparation. On est avec les femmes dans quelque chose de spirituel aussi. On veut donner, ces femmes, ces filles, veulent donner à leur père, et vous orthographiez père comme vous voulez, d'ailleurs ça marche dans les deux sens, à leur père une histoire, et faire connaître leur histoire.
et transmettre aussi aux enfants une histoire pacifiée. Donc là, il y a un changement. Et au même moment, s'engage un combat juridique aussi. Un combat juridique qui a été initié par, vous devez sans doute le connaître, le président du comité national de liaison, qui est décédé malheureusement aujourd'hui, Boussa Dasni, qui dépose plainte contre l'État français pour crime contre l'humanité. Bon, cette plainte n'aboutira pas, mais l'interpellation de la justice française se poursuit. Plus récemment, Abdelkader Tamazout, qui est un fils de, vous le connaissez, hein, qui est né au Larzac et qui a grandi à Bias, a demandé réparation à l'État des préjudices qu'il estime avoir commis, subis du fait des conditions d'accueil indignes dans les camps où il a passé sa jeunesse ou l'adolescence, hein, qui est arrivé à 1 an à Bias. Et le 3 octobre 2018, le Conseil d'État, hein, ça c'est 2018, le Conseil d'État a statué et a reconnu la responsabilité de l'État français qui doit être engagé, donc du coup, selon lui, des conditions de vie indignes. L'État français a été condamné à verser la somme de 15 000 € au titre des préjudices matériels et moraux subis du fait des conditions dans lesquelles il a vécu entre 63 et 75. En tout cas, la persévérance de ces enfants de Harki, de ceux qui ont mené ce combat pendant plus de 30 ans, de ces fils de Harki, vraiment, dont la colère a été bénéfique et nécessaire, a permis des avancées considérables, hein, parce que les lois et les gestes menés par les pouvoirs publics que j'évoquais tout à l'heure, elles ont été possibles par la mobilisation de ces enfants-là, et par les associations, par le combat mené par les associations et ces enfants de Harki. La reconnaissance la plus symbolique et la plus forte quand même, c'est la demande de pardon effectuée par l'État français, par la voix du président de la République, Emmanuel Macron, dont je parlais en introduction de mon propos, le 20 septembre 2021. Ensuite, il y a eu la loi du 23 février 2022, loi portant reconnaissance de la nation et réparation des préjudices subis, ça c'est important, mais je pense que vous en avez parlé ce matin. Voilà, donc même si à l'aube en fait du XXIe siècle, il est commun aujourd'hui de parler de reconnaissance, réparation et réconciliation, parce que c'est le triptyque à l'heure actuelle des politiques mémorielles menées par Emmanuel Macron, on parle beaucoup des mémoires et de la mémoire harki, hein, les associations parlent beaucoup de la mémoire des harkis, mais en fait cette mémoire finalement elle est loin d'être homogène parce que les enfants sont le résultat aussi de la diversité, de l'hétérogénéité de ce qu'étaient les harkis en Algérie. Mais il y a quand même des caractéristiques quand même communes, et je terminerai sur les caractéristiques communes de la mémoire harki qui s'est construite en France, cette communauté d'expérience, et puis après, parmi les caractéristiques de ces mémoires, il y en a qui sont plus ou moins prédominantes chez les individus, chez les enfants, selon son vécu, selon son histoire, ses expériences, son parcours de vie en fait.